Donc on va reprendre la démonstration du théorème numéro 2. Donc on avait U qui était supposé un isomorphisme et B une base 2. Donc U, il est injectif, parce que c'est un isomorphisme, il est bijectif, donc injectif. Et B, c'est une famille libre, car c'est une base. Et donc si j'applique la première proposition que j'ai vue aujourd'hui, U de B est libre. Maintenant, U, il est surjectif, parce que c'est un isomorphisme. B, une famille génératrice, car c'est une base. Donc U de B est une famille génératrice de F. Donc si U de B est à la fois libre et génératrice, eh bien U de B, c'est bien une base de F. Ce qui était le premier point de ce que je voulais démontrer. Et donc, ça prouve bien que F est de dimension finie encore une fois, puisqu'il a une base, donc une famille génératrice. Donc F est de dimension finie. De toute façon, on l'avait déjà dit d'après la proposition précédente. La dimension de F est finie. Donc je note strictement plus petit que l'infini. Maintenant, si je veux connaître la dimension de F, eh bien, il faut que je compte le nombre d'éléments qu'il y a dans une base. Mais combien il y a d'éléments dans... Et donc pour ça, il faut que j'ai une base. Ça tombe bien, j'en ai une. C'est U de B. Donc je vais utiliser cette base-là pour compter combien il y a d'éléments là-dedans. Donc si B, il a n éléments, eh bien, ça nous dit que n, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans la base B, donc c'est n égale la dimension de E. Et U de B, eh bien, je vais dire qu'il y a U de B, c'est U de E1 jusqu'à U de n. Et donc, combien il a d'éléments? Eh bien, ici, il en a n. Et ce nombre d'éléments, c'est aussi la dimension de f. Parce que la dimension de f est donnée par le nombre d'éléments qu'il y a dans une base. Et U de B, ici, c'est une base parce qu'on a démontré avant. Donc, vous voyez ici, la dimension de f et de E sont égales parce qu'elles sont toutes les deux égales au même n. Et n, c'est le nombre d'éléments qu'il y avait dans ma base B. Donc, ça me démontre bien le dernier point, la dimension de E égale la dimension de F. Et donc, ce qu'on peut en dire, c'est que ce résultat-là, il permet à déterminer la dimension d'un espace vectoriel. En effet, si vous ne connaissez pas la dimension de F, mais vous connaissez la dimension de E, et que vous arrivez à trouver un isomorphisme de l'un vers l'autre, alors vous aurez la dimension de grand F. Donc là, c'est ma première remarque. Et ma deuxième remarque, c'est il se passe quoi si on échange le rôle de E, dont on sait que les dimensions finies, et F, dont on ne sait pas si les dimensions finies. C'est-à-dire que si on a U qui va, non pas de E dans F, mais de F dans E, toujours un isomorphisme, avec E qui est de dimension finie. Alors est-ce que le résultat tient sur F, c'est-à-dire est-ce qu'on peut en déduire le même résultat sur F, qui est maintenant l'espace de départ, est-ce qu'il est aussi de dimension finie, et est-ce qu'il y a égalité des dimensions? Donc a priori, on pourrait penser que le théorème d'avant ne nous permet pas de le prouver, parce que avant, ce qui était de dimension finie était l'espace de départ, et maintenant c'est d'arrivée, et F maintenant c'est l'inverse. Donc là on pourrait se dire que ça ne va pas être la même preuve, qu'il va falloir refaire une preuve, mais en fait non, démonstration de cette petite remarque. Et bien si E va de F dans E, et bien je peux prendre U de moins 1 qui va de E dans F. Et c'est bien sûr un isomorphisme, on l'avait déjà dit, la bijection réciproque d'un isomorphisme c'est un isomorphisme. Et l'avantage de faire ça, c'est que vous voyez, maintenant si je regarde U-1, eh bien, il va de E et il arrive dans F. Donc je peux appliquer le théorème d'avant. On applique le théorème d'avant pour en déduire que F est de dimension finie, que la dimension de F est 2. Par le théorème d'avant. La dimension de F, elle est finie.
Donc je note plus petit que plus l'infini. C'est un antinaturel. Et en plus, cette dimension de f égale la dimension de e. Donc ça, c'est juste pour vous dire, si vous avez un isomorphisme, mais que vous n'avez pas forcément au départ celui qui est dimension finie, donc que sa dimension, et celui d'arrivée, donc celui que vous cherchez à calculer, si c'est l'inverse, eh bien, le résultat vous permet quand même de conclure. Quitte à passer par U de moins 1. Très visible. Voilà, c'est juste une petite remarque qui peut être utile si jamais les choses ne sont pas dans le bon sens. Pensez à U de moins 1, qui lui permet de changer le rôle de E et de F, en tant qu'espace de départ et d'arrivée. Maintenant, proposition numéro 12, donc on va faire une équivalence entre U est un isomorphisme, donc on prend U, l'application linéaire de dans F, U est un isomorphisme de dans grand F, l'image de toute base par U est une base de F, et l'image d'une base de E est une base de F. Il faut bien distinguer ce que ça veut dire 2 et 3. 2 et 3, ça veut dire 2, c'est quel que soit B base de E, on a U de B base de F. Et le troisième point, c'est il existe une base de E telle que U de B soit une base de F. Donc le point 2 semble plus fort que le 3. Et pourtant tout est équivalent, et c'est ce qu'on va démontrer maintenant. Démonstration. Donc comme c'est trois équivalences, je vais démontrer par implication circulaire. Donc 1 implique 2. Eh bien 1 implique 2, 1 implique 2, j'ai pas besoin de le faire, c'est le théorème d'avant. Donc c'était le théorème d'avant par le théorème d'avant. C'est le théorème 2 je crois. Juste aller vérifier. Théorème 2. Par le théorème 2. Donc il n'y a rien à faire. 2 implique 3. Donc là il faut bien voir la différence entre 2 et 3. 2 c'est l'image de toute base de E par U est une base de F, et 3 c'est l'image d'au moins une base de E est une base de F. Et ben là j'ai rien à faire, 2 implique 3, c'est vrai, c'est qui peut le plus peut le moins. Pourquoi? Parce que 2 il est plus fort. Si j'ai 2, forcément j'ai 3. Parce qu'en plus les bases de E elles existent bien, donc dire il existe une base de E telle que machin, ça veut dire qu'il faut au moins qu'il existe une base. Mais ça existe parce que E est dimension finie. Donc donc E il admet une base. Donc si je suppose 2, je saurai que U de cette base-là sera une base de F. Donc 2 implique 3, c'est juste qui peut le plus, peut le moins. Donc il me reste à faire 3 implique 2. 3 implique 1, pardon. Donc je suppose que l'image d'une base de E par U est une base de F, et il faut que j'arrive à démontrer que U est un isomorphisme. Donc soit, je vais me fixer une base B telle que U de B soit une base de grand F, et je vais démontrer que U est un isomorphisme. Alors pour démontrer que U est un isomorphisme, donc déjà U il est linéaire, donc la seule chose que j'ai besoin de démontrer, c'est qu'à la fois que U est bijectif, et donc je dois démontrer la linéarité et la surjectivité. Donc, linéarité d'abord, on fera la surjectivité d'après. Donc pour démontrer, injectivité pardon. D'abord je dois démontrer que U il est injectif, puis après je dois démontrer qu'il est surjectif. Injectivité. Donc pour démontrer que U est injectif, eh bien, je vais prendre un élément dans le noyau. Et mon but va essayer de démontrer que X est forcément nul. Donc B, donc ce X, donc j'ai U de X qui vaut 0. 0 de F. Ce X là, donc B c'est une base, donc je peux l'écrire E1 jusqu'à En. Mon X, je sais qu'il s'écrit comme, il se décompose dans cette base, donc il s'écrit comme sous la forme somme de lambda I, EI, pour la somme de 1 entre 1 et n, se décompose dans la base B, avec des lambda qu'il faut que j'introduise. Je les introduis en disant qu'ils existent. Ils existent
et le manipuler dans Kn, x égale la somme de lambda u. Je calcule u de x, donc u de x, donc je sais qu'il vaut 0, et bien c'est u de cette somme-là, mais u de cette somme-là, on l'a déjà dit, on peut sortir la somme et sortir les lambda i, donc c'est la somme de i égale 1 à n des lambda i u de i, et ça vaut 0, parce que u de x égale 0. Mais ici, je sais que u de b, c'est une base, donc elle est libre. Donc ici, j'ai une combinaison linéaire d'éléments u de i, donc qui sont dans u de b, qui donne le vecteur nul. Mais comme u de b est une base, elle est libre, donc ça m'indique que tous les scalaires lambda i sont nuls. U de b est libre puisque c'est une base, donc ici j'ai une combinaison linéaire de ces vecteurs-là de ma famille libre qui est égale au vecteur nul, pour tous les i, entre 1 et n, et bien lambda i vaut 0. Et si tous les lambda i sont nuls, quand je remplace lambda i par 0 dans x, ici, et bien j'obtiens que x égale la somme de tous les zéros, et la somme de tous les zéros, alors ici ce sont des vecteurs nuls, et bien x égale à 0. Donc ça me prouve que le noyau de u, il est inclus dans le vecteur, dans le singleton vecteur nul. Alors l'inclusion réciproque est toujours vraie. Ça c'est toujours vrai, car on est dans des applications linéaires, il y a toujours le vecteur nul dans le noyau. Et donc, le noyau de u, il est finalement égal. Finalement, je peux dire qu'il est égal au singleton vecteur nul. Et ça, d'après une proposition précédente, ça nous dit que u est injective. Premier point, c'est bon. Maintenant, le deuxième point, la surjectivité. Alors, qu'est-ce que je sais de l'image de u? Eh bien, l'image de u, j'en connais une famille génératrice, c'est vect de u de b. Ça, c'est parce que b, elle est génératrice. Donc u de b est une famille génératrice de l'image. Donc ça, c'était la deuxième proposition qu'on avait vue. Mais maintenant, je sais autre chose sur u de b. Je sais que u de b, c'est une famille génératrice de grand F. Parce que j'ai supposé que justement c'était une base, donc c'est une famille génératrice de grand F. Et donc si c'est une famille génératrice de grand F, eh bien l'espace vectoriel quand j'entre cette famille génératrice, du coup c'est F tout entier. Et donc ici, quand je recopie l'image de U, j'ai que l'image de U égale grand F, et ça me permet de dire que U est surjective. Donc elle est injective, elle est surjective, et elle était linéaire par hypothèse. U est donc un isomorphisme. Et donc j'ai bien 3 impliquants. Et donc j'ai bien toutes mes équivalences. Et donc ça me démontre mon théorème. Donc ça démontre ce théorème-là. Donc c'est un théorème d'équivalence qui est donc démontré. Du coup, je peux passer à la page d'après. Alors, le théorème d'après, ça va être un petit peu ça va être un petit peu l'inverse, c'est qu'avant on partait toujours d'une application linéaire et d'une famille d'un grand E.
et on obtenait une famille dans l'espace d'arrivée, et on en déduit des propriétés. Ici, ça va être l'inverse. Si on va partir dès le départ d'une base de E, donc là c'est comme avant, ça change rien, on se donne quelque chose à l'arrivée, au départ. Mais cette fois-ci, ce qui va changer, c'est qu'on va se donner aussi quelque chose à l'arrivée, donc une famille quelconque de grand F. Et sous ces deux conditions-là, on pourra trouver une unique application U qui ira de E dans F et qui transformera chacun de mes UI en FI. Donc l'application sera unique si elle est linéaire et qu'elle vérifie U de I égale FI. Donc si vous voulez, on peut faire un petit schéma. Si dans grand E, j'ai des éléments, alors je vais dire donc on va faire un petit dessin où E est dimension 2. Donc ici j'aurai mon E1 et ici mettons j'aurai mon E2. Donc ça c'est grand E. Si je dessine grand F, donc grand F c'est un autre espace vectoriel, il peut être quelconque. Si je décide que F1 il est là, que F2 il est là, et après il y a d'autres éléments, et bien si je veux une application qui envoie E1 sur F1, E2 sur F2, donc ça détermine au moins F, alors, pardon, je l'ai appelé U dans le cours, donc ça détermine U en U de 1 qui vaut F1, U de 2 qui vaut F2, mais en fait le théorème me dit que non seulement cette application elle existe, mais si je veux qu'elle soit linéaire, et ben en fait il n'y a pas le choix, cet élément là il va devoir s'envoyer sur, il va avoir une seule possibilité, cet élément là il va avoir une seule possibilité pour être envoyé, etc. etc. Autant qu'il y a d'éléments dans grand E, en fait il y en a une infinité, hein. Là je dessine que des croix, mais ici j'ai pris deux éléments, E1, E2, une base, donc E une dimension 2, dans cet exemple. Et donc en fait E il admet un nombre infini d'éléments, donc je ne peux pas tous les représenter, mais tous ces éléments là devront s'envoyer sur il y aura une seule possibilité pour les envoyer là-dedans. Et or je ne connais pas cette possibilité là, enfin donc là je peux faire un petit dessin. Cet élément là forcément il va s'envoyer là-dessus par U. Forcément lui, bah, par exemple peut-être qu'il peut s'envoyer sur le même, hein, j'ai pas dit qu'elle était injective la fonction, etc., etc. Il n'y aura pas le choix si je veux des applications linéaires qui me font U de I égale FI pour tous les éléments de ma base. Et donc il faut que j'arrive à démontrer ce théorème. Alors évidemment, si je veux que U de I égale F de I, ça sous-entend évidemment que pour la base de E, il y a un certain nombre d'éléments, et pour la famille de grand F, évidemment, j'en prends le même nombre, sinon c'est pas possible. Et donc je vais essayer de démontrer ce théorème. Alors, démonstration. Alors, on va raisonner par analyse-synthèse, donc d'abord je vais commencer par l'analyse. Pourquoi on va faire une analyse-synthèse? C'est important de le comprendre, c'est que ici, on me dit démontrer que quelque chose existe et unique, mais pour l'instant je n'ai aucune idée de à quoi va ressembler cette application, parce que, vous voyez, je sais ce que vaut U de 1, je sais ce que vaut U de 2, mais si ici j'ai un élément X, on va prendre ici X, ici, et bien je n'ai aucune idée de où est-ce que je dois envoyer U de X il est là, mais je ne sais pas lequel prendre pour que ça marche. Ça pourrait être lui, mais ça pourrait être lui, ça pourrait être lui, je sais pas. Donc ça, ce que je vais faire, c'est l'analyse va me permettre de dire qui est U de X. Donc je me fixe un X dans grand E, et je vais essayer de calculer U de X. Alors, je ne sais pas calculer U de X parce que je connais seulement U de I égale FI. Si j'ai mon analyse. Ah ouais, en analyse, j'aurais dû dire, supposons que U existe, soit U linéaire. Donc là, je fais une analyse, donc je suppose que ça existe, tel que U de I égale FI. Pour tout type. Pour tout type. Donc je prends un X dans E. Donc moi, je veux calculer U de X. Et donc, comme je ne sais pas faire, eh ben, je vais m'utiliser de ma base, je vais m'aider de ma base qui est là. Je peux dire que X, c'est la somme des lambda I de I. Je peux le décomposer dans la base avec des scalaires qu'il faut que j'introduise. Donc ici, ces scalaires, ils existent. Et en plus, ils existent, mais ils sont uniques. Donc je peux décomposer X dans cette base-là. Et ça va me permettre de calculer U de X. Parce que U de X,
eh bien c'est U de toute la somme. Mais ici, encore une fois, comme U, je la suppose qu'elle est linéaire, eh bien je peux dire que c'est la somme de I égale 1 à N de lambda I U de I. Et U de I, eh bien il est censé valoir Fi. Donc ça me donne une procédure pour passer de X à U de X. Si je me prends un vecteur X, je trouve les lambda I qui sont dans ma décomposition, je prends les Fi, je les multiplie par lambda I, je somme tout ça, et du coup, je sais maintenant où j'arrive. J'arrive ici. Si je me suis donné un X qui est ici, je saurais que j'arriverai ici. Et si je me donne un autre X ici, eh bien, je pourrais calculer que j'arrive ici, etc., etc. Donc là, ça me dit que si U existe, forcément U, c'est l'application qui va de grand E dans grand F, qui a un X qui se décompose sous la forme lambda I de I qui va de 1 à N, et bien forcément, je dois arriver sur ce vecteur-là de grand F. Et donc ça me prouve que c'est unique. Pourquoi c'est unique? Parce que j'ai pas le choix. Les lambda I sont uniques, ils existent et ils sont uniques. Donc forcément, cette décomposition-là, elle est unique. Et forcément, il faut que je prenne cette décomposition-là pour avoir U de X. Donc ça me finit mon analyse. Si U existe, c'est lui. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est faire une synthèse. Donc synthèse. Et bien, qu'est-ce que je vais faire en synthèse? Je vais poser cette application-là et vérifier qu'elle convient. Donc, si je prends X, qui est la somme de I égale 1 à N, je lui associe la somme de I égale 1 à N des lambda I Fi, où je prends cette application-là. Et qu'est-ce que je dois vérifier? Je dois vérifier qu'elle est linéaire. D'abord. Et après, je vérifierai que U de I vaut bien Fi. Donc pour vous démontrer qu'elle est linéaire, je prends un X, un Y, donc je prends deux éléments dans E, un lambda dans K, et je vais calculer lambda X plus Y. Donc X, je l'écris sous une forme lambda I, I. Y, bon je peux l'écrire sous la forme d'une somme mu I de I. Donc cette forme-là, elle existe, elle est unique. Donc il faudrait d'abord que je mette il existe des uniques lambda I et mu I. Bon, je fais un petit peu rapidement pour pas perdre trop de temps. Et donc du coup, lambda X plus Y, et bien je multiplie tout ça par lambda. Alors c'est un peu malvenu de l'appeler lambda ici. Je vais plutôt les appeler. Alors le lambda I, excusez-moi, je vais changer le nom. Je vais appeler le X. Et ici je vais l'appeler X, I, et là je vais l'appeler Y. Pour pas avoir de conflit avec les notations. Et donc lambda X plus Y, c'est lambda fois cette somme-là, parce que c'est X, plus Y, qui est cette somme-là. Et donc ici j'ai deux sommes à calculer. Le lambda, donc, qui sera devant le X, il sera ici. Je pourrais le faire passer dans la somme. Donc j'aurai deux sommes. Et donc si je factorise ces deux sommes, si je les regroupe, je pourrais donc dire que c'est lambda xi plus yi. Vous voyez, à chaque fois il y a du ei en facteur, donc je peux factoriser par ei. C'est les règles que j'ai dans les espaces vectoriels. Et donc ici j'ai lambda x plus y. J'ai sa décomposition. J'ai la décomposition de lambda x plus y en fonction dans la base. Et donc du coup, je peux calculer U de lambda x plus y. Ça, et bien du coup, comment je passe d'un vecteur à son image? En prenant les coefficients qui sont là, donc ici c'est mon lambda i, il est là, et en remplaçant le ei par le fi. Donc U de tout ça, c'est le lambda i, donc qui vaut du coup lambda x i
plus yi fois fi. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est que le fi qu'il a en facteur, je peux le développer ici. Donc j'aurai deux termes dans ma somme, et cette somme-là, je pourrais l'éclater à nouveau, et je pourrais factoriser par lambda. Donc si je fais tout ça d'un coup, j'ai que c'est la somme de i égale 1 à n de xi fi, plus la somme de i égale 1 à n de yi fi, et ça, c'est u de x fois lambda plus u de y. J'ai donc au départ u de lambda x plus u de lambda x plus y égale lambda x, lambda u de x plus u de y, et donc u est linéaire. Et donc u, c'est une application linéaire qui va de grand E dans grand F. Ah oui, j'ai pas dit pourquoi elle est dans grand F, ici parce que j'ai fait une combinaison linéaire des fi qui sont dans F. Puisque je fais une combinaison linéaire des fi qui sont dans grand F, et bien évidemment je reste dans grand F. Donc ça justifie ici le fait que j'ai bien dit que ici j'allais bien dans grand F et pas ailleurs. Maintenant il faut que j'arrive à calculer u de i pour un certain i. Donc je me fixe un i et je dois bien vérifier que cette application là u que j'ai posée, elle envoie bien ei, un certain des ei au départ en un fi. Alors je vais pas l'appeler i, je vais plutôt l'appeler j. C'est pareil, mais comme il y a déjà des i dans ma somme, je ne voudrais pas avoir un conflit d'indice. Comment je peux écrire ej? Si je veux calculer u de ej, donc ça serait l'équivalent de mon x, il faut que j'arrive à le décomposer dans la base des ei. Et bien ça, ej, je peux dire que c'est la somme de delta j i ei pour i variant de 1 à n. Pourquoi? Alors donc ici c'est un delta qui est mal fait sur le symbole de Kronecker entre j et i. Pourquoi? Parce que dans cette somme-là, quand i sera différent de j, ça vaudra 0. Et quand j vaudra i, eh bien tout ça vaudra 1. Là, on peut dire que ça vaut égal le vecteur nul quand i est différent de j. Donc i, c'est mon indice de sommation. Et ça vaut une fois ej, ça vaut ej, si i égale j. Et donc, une fois que j'ai cette décomposition-là de ej, eh bien, je peux calculer u de ej. U de ej, c'est donc la somme des delta ij, puis je remplace ei par fi. Donc, c'est la somme des delta j i f i. Donc, ça, c'est la somme sur i, pour i variant de 1 à n. Et du coup, dans cette somme-là, tous les termes, quand i, donc c'est i somme, et quand i est différent de j, ça compte pour du beurre, ça compte pour 0. Donc le seul terme qui restera, c'est quand i vaut j, j'aurai delta jj qui vaut 1 fois fj, donc j'aurai bien fj. Et donc ici, j'ai u de j égale fj. Et donc ça me finit la démonstration. Le u que j'ai posé convient bien. Alors, ça me permet d'avoir un petit outil sympathique. Si je veux démontrer que deux applications linéaires sont égales, donc si j'ai f et g, deux applications linéaires qui vont de grand E dans grand F, une base de l'espace de départ grand E, si pour tous les i dans 1n, f de i égale g de i, alors f égale g. Pourquoi? Parce que mon théorème d'avant me prouvait que l'application linéaire existait était unique. Donc ici, j'ai deux applications qui coïncident sur la base, donc forcément elles sont uniques. Ça servait dans l'un des exercices, je vous le montre à la page suivante. L'exercice 9, ici, quand on calculait P au carré de E1, P au carré de E2 et P au carré de E3, on se rendait compte que P au carré de EI, pour I entre 1, 2 et 3, ça valait P de I. Et donc ici, on avait P rond P, parce que ici c'est P carré, hein. P carré c'est P rond P, et P, c'était deux applications linéaires qui coïncidaient sur une base, et donc quand j'applique cet outil, ça me dit qu'il y a égalité.
P rond P égale P partout, en tout vecteur de l'espace vectoriel ici de R3, seulement en le vérifiant seulement sur les 3 vecteurs de la base canonique de R3 que je dessine très mal ici en 3D. Donc seulement en vérifiant que sur ces 3 vecteurs-là, j'obtiens le même résultat, comme c'est linéaire, ça se propage, et donc j'ai l'égalité. Et donc P rond P égale P, ben évidemment ça veut dire que P est un projecteur, ça me permet de dire qu'en délire sur P, ben c'est que P est un projecteur. Donc voilà, ça me permettait de répondre à cette question de l'exercice. Une dernière chose, si EF sont de dimension finie et que la dimension de E égale F, alors EF sont isomorphes. Donc ça, il faut qu'on démontre cette petite remarque, une démonstration. Donc évidemment, il faut qu'il soit de dimension finie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le théorème d'avant. Si je prends donc si je prends B, E, une base de E, BF, une base de F, elles ont le même nombre d'éléments. Donc si ça, c'est E1 jusqu'à En, et ça, c'est F1 jusqu'à Fn, et bien si j'utilise le théorème d'avant, parce qu'ici, démontrer que grand E et grand F sont isomorphes, c'est démontrer qu'il existe un isomorphisme entre les deux, donc il faut que j'arrive à construire un isomorphisme entre grand E et grand F. Et donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une application U, linéaire entre E et F, telle que U de EI égale Fi. Donc ça existe et c'est unique par le théorème d'avant, théorème 3, je crois. Théo 3. Maintenant, la seule chose qui me manque, c'est est-ce que U est un isomorphisme, parce que c'est une application linéaire. Et bien ici, regardez, U de BE, l'image de la base dans E, donc c'est tous les E1, E2, En, et bien ça me donne tous les F1, Fn, c'est-à-dire la base de B2F, c'est une base. Et donc ici, U, il transforme au moins une base de E en une base de F, et donc si j'applique le théorème d'avant, donc je ne sais pas quel théorème c'était d'avant, c'était la proposition, d'après la proposition 12, prop 12, donc d'après la prop 12, eh bien U est un isomorphisme, parce qu'il transforme au moins une base en une base. C'est le point numéro 3 j'ai le point numéro 3 de la proposition numéro 12, et comme je démontre que tout est équivalent, j'en déduis le point 1, U est un isomorphisme. Et ce qui conclut cette petite remarque. Donc j'avais déjà dit que quand ils étaient isomorphes, que eux étaient dimension finie, ils avaient même dimension. Et en fait, la remarque, ça me fait la réciproque. S'ils sont de dimension finie et qu'ils ont même dimension, alors ils existent un isomorphisme. Autrement dit, en dimension finie, une condition nécessaire et suffisante pour que deux espaces EF soient isomorphes, c'est qu'ils aient la même dimension. Donc vous ne pourrez pas trouver d'isomorphisme entre R2 et R3, parce que l'un est dimension 2 et dimension 3. Pareil, vous ne pourrez pas trouver d'isomorphisme entre M2, entre l'ensemble des matrices de taille 2 réelles et l'ensemble des polynômes de degré O plus 2, parce que le premier est dimension 2 fois 2, 4, et le deuxième est dimension 2 plus 1, 3. Et donc ça vous permet de dire exactement quand est-ce que des isomorphismes existent. Voilà, du coup c'est la fin de ce